Bienvenue sur le podcast À ventre ouvert, où je vous parle de protection de l'enfance, de maltraitance, d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme, de dissociation et plus généralement de troubles psychiques. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est important. Aujourd'hui, j'accueille Mathilde pour parler de négligence et d'inceste, mais surtout des conséquences que ces traumatismes peuvent avoir, et en particulier du trouble dissociatif de l'identité. Bonjour Mathilde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est avec un grand plaisir, que je suis là aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bah, c'est ça, je suis Mathilde, j'ai 49 ans, j'ai un conjoint, 2 enfants, un chat. J'ai déjà utilisé cette formule, dans d'autres présentations, puis je trouve ça pas mal de se dire que je suis un peu comme madame tout le monde sur le papier, puis aussi parce que j'ai vécu des agressions sexuelles. Malheureusement, je crois que madame tout le monde a vécu des agressions sexuelles. J'espère que c'est pas le cas de tout le monde en revanche, d'avoir vécu, de l'inceste, de la négligence parentale et puis d'autres agressions, toutes les conséquences, qui vont avec, ce dont on va parler là, ensemble. Comment s'est passée ton enfance? Si tu peux en parler dans les grandes lignes pour qu'on ait un peu le contexte. Ouais, je viens d'une famille, avec des parents qui se sont séparés très jeunes, ce qui aujourd'hui est quand même assez courant. Dans les années 80, quand ça arrive, moi j'étais assez jeune, c'est pas le plus courant dans mon école, j'étais genre la deuxième. Il y avait une espèce d'anormalité qui, je pense, a beaucoup joué, dans mon ressenti, à l'époque sur ce que je pouvais dire ou pas de ce qui était normal ou pas. J'ai intégré un certain comme beaucoup de gens, hein, qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, on vit dans la normalité, en fait, de notre climat. Puis on sait pas forcément dire, tu sais, les autres ont aussi, bah, des parents qui peuvent se fâcher ou un grand frère ou une grande sœur, qui est pas sympa, voire qui a des comportements un peu violents, mais c'est normal, en tout cas. Moi, dans mon cas, ben, c'est vrai, j'ai un grand frère qui a plus de 4 ans de plus que moi. Quand mes parents se séparent, je suis quand même assez jeune, là, ça se réalise entre mes 4 et 6 ans, donc ça devient ça ma normalité. Puis j'évolue dans un mode, où d'abord il y a une garde, alternée, puis avec le temps, ça va changer et puis il va y avoir une garde que du côté de ma mère. Puis avant ça, en fait, quand il y a encore cette garde alternée, il y a un moment où je me retrouve obligée chez mon père à partager, ma chambre avec mon grand frère et c'est à ce moment-là, en fait, que je vais être agressée par lui, donc l'inceste adelphique, ça vient à ce moment-là. Il y a un rapport de domination qui arrive là-dedans. Ça va durer quelques mois, puis après, je vais complètement l'oublier. Ça s'arrêtera quand cette garde alternée finalement va s'arrêter. Il y a une ambivalence, il y a du climat incestuel, beaucoup plus du côté de chez ma mère. Il y a des choses transgénérationnelles, mais jamais rien qui est dit, des choses étranges qui sont nommées dans ma famille, donc c'est sur des rapports de violence, possiblement de l'inceste aussi, mais encore une fois pas exprimé. Un monde de non-dits, mais encore une fois qui est comme normal. Dans le reste de mon enfance, la négligence, bah, elle est multiple parce qu'il va y avoir pas mal d'abandon parental finalement, des moments, les mercredis, les samedis, je suis assez seule à me promener où je veux, la journée, donc c'est là où je vais subir d'autres agressions extrafamiliales donc diverses et variées, dont une sous la menace d'une arme qui elle va être assez, forte, tu sais, dans mon histoire. Celle-là, je vais m'en souvenir, ça va pas passer à la trappe, mais ça sera une expérience dissociée. Je serai capable de m'en souvenir, mais ça ne fera rien. Là, j'avais 11 ans. Pourquoi, enfin si c'est possible de le dire, pourquoi, Oui. tu n'as plus été chez ton père? Pourquoi la garde alternée a cessé? Et si les violences de ton frère se sont arrêtées, c'est que lui, il n'allait pas chez ta mère? Bah si, il venait aussi, mais en fait, ça se passait mal. Mon père avait rencontré, une nouvelle personne. Lui, il a refait après sa vie, il a eu des enfants, d'un deuxième mariage et puis c'est justement au moment où la première devait naître qu'on a été mis dans la même chambre. Mon frère, lui, avait des comportements compliqués avec tout le monde. Puis c'est ça ce qui a quand même beaucoup fait en sorte que ça gênait, en fait, ce nouveau foyer-là. On gênait. C'est là où mon père n'a pas réussi à gérer ça et finalement a préféré dire: «Ben, ça s'arrête là, vous allez plus venir chez moi». Puis c'est assez complexe parce que mon père, c'est quand même quand j'en ai parlé des années plus tard, c'est une des rares personnes qui m'a cru. Donc pour le temps, il nous a abandonnés, mais c'est une des rares personnes dans ma famille qui a cru quand j'ai parlé, en fait, de l'inceste. Donc là, moi, à ce moment-là, j'ai 9 ans et après on va chez ma mère, mais pourquoi ça s'arrête? C'est vraiment un mystère. Beh, en même temps, on n'est plus dans la même chambre, donc ça avait l'air d'être l'élément clé qui faisait. Puis c'est sa chambre à lui. On m'avait imposé de venir dans sa chambre, puis j'étais obligée de passer par sa porte. Donc c'est un jeu de domination qui se met en place au fur et à mesure, où je devais lui donner des objets pour avoir le droit de passer, pour aller à la salle de bain la nuit, et cetera. Puis qui se finit par des agressions sexuelles, un coup des fois dans je devais venir dans son lit ou c'est lui qui me rejoignait. Mais effectivement, après ça, une fois qu'on était chez ma mère,
Les relations étaient pas faciles et bonnes forcément avec lui, mais les agressions physiques se sont arrêtées là. Après, de l'humiliation, se moquer de moi, enfin, en tout cas, il y a des choses partagées après, quand je suis pas bien, quand je suis chez moi habituellement. C'est pas un foyer dans lequel je me sens bien, mais encore une fois, quelque part c'est normal, quelque part j'entends les autres dire des choses similaires. En tout cas, j'ai l'impression que c'est similaire. Quand j'en ai reparlé avec d'autres amis plus tard, ils m'ont dit: «Bah non, moi je me suis pas fait agresser par ma sœur». C'est vraiment pas la même chose. À la fois ça c'est ma normalité, puis à la fois je suis vraiment dans ce qui me conforte toujours, c'est et ce que je déteste entendre comme phrase aujourd'hui, c'est: «Il y a pire ailleurs». Il y a tellement de gens qui vivent des choses difficiles, de quoi je me plains? J'ai un endroit, où vivre, où manger, puis je peux faire ce que je veux. J'étais même fier quelque part, contrairement aux autres. Moi, je pouvais faire ce que je voulais la journée, je pouvais aller me promener où je voulais, il y avait pas de contraintes, j'avais personne pour s'occuper de moi surtout. Je pouvais rentrer toute seule de l'école même très tôt, il y avait, une fierté, mais qui est allée finalement aussi dans pour nous donner du côté de ma mère, il y avait un petit côté: «Mes enfants sont autonomes, on peut leur parler comme à des adultes». Donc là, on tombe dans le climat incestuel aussi, hein, beaucoup de nudité, beaucoup de partage de la vie affective, voire de la vie sexuelle, des choses complètement inappropriées dans le fond, mais qui sont quand même valorisées. Ouais, je comprends, j'ai vécu ça aussi, cette valorisation d'être, comme un adulte, d'être Mmh. autonome, d'être, hyper mature, et donc ouais, ça crée aussi une ambivalence de se dire: «Bah, c'est ce qui fait ma valeur» et en même temps, c'est ce qui, finalement, détruit ou abîme en tout cas. Et donc justement, si on a prévu de faire cette interview, c'est pour parler plus particulièrement, alors avant de parler du trouble dissociatif de l'identité, on y reviendra plus tard parce que ça concerne plus les conséquences, mais pour parler de la négligence et du climat incestuel. Donc Mmh. là, tu en as déjà dit quelques mots, mais est-ce que tu peux développer? C'est ça, la négligence, elle intervient à plein de niveaux et puis ça va faire le lien avec le trouble dissociatif de l'identité. On va me diagnostiquer, quand tout explose en moi, à la trentaine, et puis je vais comprendre bien des affaires, donc on va revenir plus particulièrement sur tous ces effets-là. Ce qu'on m'explique, quand on me le diagnostique, c'est de dire, pour moi la violence ultime, c'est l'inceste qui a fait exploser les choses, qui m'a traumatisé pour moi, c'est une évidence que c'est l'inceste, l'acte vraiment de l'agression de mon frère, puis on va m'expliquer que la violence, elle se fait avant, elle se fait justement dans la négligence affective. Moi, j'ai une mère qui va me dire plus tard quand je suis déjà jeune adulte, mais qui va me dire qu'elle a jamais voulu de moi, qu'elle a fait un régime quand elle était enceinte, qu'elle s'est forcée pour faire plaisir à mon père, alors qu'elle avait une relation par contre très fusionnelle avec mon frère. Il y a beaucoup de jugements sur mon physique, sur, mes choix, une sexualisation aussi, de mon corps, de ce que je devrais être, tu sais, de n'être jamais la bonne personne. Ça intervient très, très tôt, en fait. Et puis, il y a une négligence, qui va aussi avec les soins. Si j'ai pas une hémorragie et 40 degrés de fièvre, on m'emmène pas chez le médecin. On me croit pas, on me demande d'arrêter de faire la victime. Intéressant aussi comme vocabulaire. J'ai des maux de tête à l'âge de 6 ans, 5-6 ans, bah, au début de la séparation de mes parents, entre autres, mais j'ai, des insomnies, des grosses douleurs, donc il y a un moment, on m'emmène vérifier si j'ai pas des problèmes de vue, puis on s'arrête, hein: «Bah, regarde, les médecins ont rien trouvé, tu as rien, ça suffit, tais-toi». Je me casse le poignet, en faisant une mauvaise chute, dans un cours de sport, j'ai le poignet qui gonfle, on m'emmène pas faire de radio, on me dit: «Arrête de te plaindre», je me bande moi-même. J'apprends à me soigner toute seule, en fait, à plein de moments. Cette négligence, elle va là, elle va le encore une fois, le fait que je rentre aussi de l'école seule. Après, puis c'est là aussi sur l'inceste entre mineurs, c'est ce que mon frère, c'est le grand coupable. Il a vécu une éducation pas exactement la même, hein, on n'a jamais exactement les mêmes parents, surtout dans mon cas, mais quand même, un enfant qui agresse un autre enfant, est-ce que c'est vraiment lui le responsable? Est-ce que c'est à lui qu'on n'a pas expliqué les limites ou qu'on a permis que ça arrive? Lui, on lui a demandé, quand on est au primaire très tôt, de d'aller me chercher à l'école et de me raccompagner. Il n'est pas bien vieux, à ce moment-là, puis ça paraît normal, mais lui, rapidement, il me dit: «Ça ne me tente pas de faire ça, tu vas te débrouiller toute seule». Donc 6-7 ans, je vais prendre le bus toute seule avec des durées quand même, on parle de 2 trajets, presque une demi-heure, seule. Je vais me coller au chauffeur à l'avant qui en général, c'était un peu toujours le même là, qui me qui me prend en pitié en se disant: «C'est quoi cette petite fille qui est toute seule?» Mmh. Puis bon, après, bah, je m'autonomise, je trouve ça normal, encore une fois, on vit après avec ça, dans cette normalité-là. Donc la négligence, c'est ça, elle s'exprime, voilà, du point de vue affectif, il y a les problèmes de santé, des périodes où mes parents, quand je dis mes parents, c'est ma mère, son amie avec qui elle va travailler dans d'autres villes, puis elle va nous laisser, là, on est un peu plus âgés effectivement, mais je dois avoir 13-14 ans et puis, on doit faire nos courses, elle va partir travailler, ils vont partir travailler à l'extérieur de notre ville, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois de suite. Puis, entre l'école et cetera, il faut faire les courses, il faut faire le ménage. Vous êtes livrés à vous-même, quoi? Oui et là aussi, quand j'en reparle plus tard en disant: «Mais ça, c'est pas normal, en fait, on ne fait pas ça» et bien là, on va me répondre: «Bah,
Vous étiez bien content de pouvoir inviter vos amis, d'avoir un appartement, à vous, à votre âge. Moi, si j'avais eu ça, j'aurais été il y a toujours cette valorisation, encore une fois, de l'autonomie qui va avec la négligence, qui est peut-être une manière de se protéger aussi de leur côté chacun vient encore une fois, il y a des histoires, il y a d'autres histoires, leur éducation dans l'histoire familiale, là, il y a vraiment des complexités. Je pense que chacun fait ce qu'il peut, mais il y a quand même une responsabilité qu'on doit prendre et un recul qu'on doit avoir quand on a des enfants et au moins plus tard essayer de reconnaître, d'ouvrir les yeux. J'ai vraiment pas eu ça, hormis de mon père qui a reconnu lui, effectivement, l'abandon qu'il a pu, le fait qu'il nous ait abandonnés à un moment en disant: «Bah, voilà, moi je suis pas capable de gérer ça, puis je vais faire ma famille ailleurs» et j'ai encore des liens qui sont pas waouh avec lui aujourd'hui, mais j'en ai. Mais sinon, dans le reste de ma famille, c'est vraiment une fin de non-recevoir, impossible de comprendre et de réaliser finalement, de prendre une quelconque responsabilité par rapport à ça, quoi. Donc tu as plus de lien avec, ton frère et ta mère? Exact. Si j'ai coupé ces liens-là quand j'ai commencé ma thérapie, les premières années de ma thérapie, quand en fait, peu après que mes psy m'aient demandé de tenir un carnet de déclencheurs, quand je faisais des crises d'angoisse, de panique, des attaques de panique, enfin sur toutes les étapes de l'angoisse, jusqu'à la panique, cette impression de mourir là qu'on a quand on étouffe, d'anxiété et puis en fait, ça m'a permis de faire un plus un plus un et de se dire comme: quand je reçois un appel, quand je les vois» parce que je continuais à avoir des relations quand même, à les voir et en fait, je me suis dit: «OK, en fait, je m'en sortirai pas. C'est insupportable d'avoir une quelconque lien avec eux. C'est plus possible, je dois couper». Puis à ce moment-là, je le sais pas que ça va être définitif. Alors après ma vie n'est pas terminée, hein, peut-être que mais bon là, ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup de temps et j'ai aucun besoin ni aucune envie de retourner vers eux, d'avoir un quelconque échange avec eux, et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment réglé, quoi. Mmh. Tu culpabilises pas et il te manque pas? Non. Après, ça veut pas dire que ça a pas été facile. On se défait pas des liens familiaux. J'ai éprouvé de la colère aussi pendant longtemps. C'est pas un deuil simple, c'est pas, quelque chose qui juste n'existe plus. Maintenant de la culpabilité, non. Encore une fois, je comprends qu'il y a beaucoup de choses compliquées quand je pense à ma mère, à son histoire et à son enfance à elle, mais juste, en fait, c'est pas à moi de le payer et dans la mesure où les échanges que j'ai eus au moment où j'ai dévoilé les choses étaient vraiment tout était rejeté, ça n'existait pas, en fait. Quand je parle de l'inceste, on me dit, que c'est pas possible et puis, en plus, je nomme les autres agressions que j'ai eues et jamais personne ne me pose la question sur ça. C'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si, j'inventais tout et on ne prend même pas la peine d'en reparler à aucun moment. Je sais que dans un univers parallèle, ces gens-là considèrent que je suis folle, menteuse, les 2. Bah et tant pis, je peux pas, en fait. Je suis en rejet, moi, complet de quand je repère ça chez des gens là, de la malhonnêteté ou, un certain nombre de valeurs qui font que je vais comme me dire: «OK, s'il y a des gens avec qui je sais que je veux pas aller», quand je reconnais des attitudes ou des phrases ou c'est juste non, là je refuse en fait d'avoir des liens. Bah, c'est aussi pour se sauver. Bah oui, exact, mais c'est ça. Après c'est ça, c'est pas forcément, facile, de se dire, bah, qu'on n'a pas de famille. Je crois que ça s'appelle le deuil blanc, hein, de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Je pense être au bout justement de ça. Beh, c'est sûrement pour ça que maintenant je prends la parole et que je suis capable de le faire. Je pense pas que j'aurais été capable de le faire quand j'étais dedans. C'est parce que j'ai du recul que je suis capable de l'exprimer, parce que ça ne me fait plus mal d'en parler. Est-ce que c'est joyeux? Non. Est-ce que ça me fait du mal? Aujourd'hui concrètement, non. Je prends souvent l'image de la blessure qui est à vif là. On saigne, c'est ouvert et puis je trouve que dans le trauma, il y a un peu de ça, enfin il y a pas un peu de ça, c'est ça, on a une blessure qui est comme toujours à vif, même si les autres voient une cicatrice, nous on voit une blessure à vif qui est douloureuse, bah, aujourd'hui je vois la cicatrice. La narration est faite, j'ai intégré ces éléments-là, ce qui m'a permis en fait par un faisceau de chance finalement de réussir cette étape-là d'intégration, puisqu'il est très, très, très délicat, à raconter quand on parle des troubles dissociatifs de l'identité là, c'est un spectre les troubles dissociatifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très, très, qu'on retrouve, chez les personnes traumatisées, mais qui vont s'exprimer de façon différente et plus ou moins forte et puis, des choses plus ou moins extrêmes. Puis, au bout de ce spectre-là, dans les troubles dissociatifs, on va retrouver, tous les gens qui ont un trauma complexe ne développent pas un trouble dissociatif de l'identité. Je suis pas sûre qu'on soit très au clair sur ce qui génère le pourquoi les gens développent un trouble dissociatif de l'identité. C'est encore en recherche, mais en effet, il y a pas de consensus. Il y a une hypothèse que j'aime bien, mais c'est par rapport à l'attachement, à la figure d'attachement des premiers Mmh. temps et justement à cette forme de négligence dans les tout premiers temps et à l'absence de soutien affectif, émotionnel quand on vit des violences et alors Mmh. peut-être que ça fonctionne pas entièrement et ça reste,
au stade de l'hypothèse, mais moi, elle me parle en tout cas par rapport à mon vécu, à mon expérience, ce truc de tu grandis avec des traumas seul, tu peux en parler à personne, tu n'as personne et tu personne pour te contenir, pour te soutenir, pour, mentaliser les choses, pour les verbaliser et cetera et dans cette hypothèse-là, bah, la différence entre, ceux qui ont un trauma complexe et ceux qui développent en plus un TDI, ce serait cette figure-là absente. Il y a sûrement aussi une propension plus ou moins forte à la dissociation qui peut avoir un côté inné, comme, pour tout. On peut avoir des Mmh mh. propensions à l'addiction, à la dépression et parfois quand on vit des traumas, bah, ça se traduit d'une façon ou d'une autre et on développe pas tous les mêmes troubles et ouais, il y a quelque chose aussi de d'inné qui entre en jeu, quoi. Mmh. Ouais, puis ça, tu vois, là, ce que tu dis là, ça correspond à moi, ce que mes psys m'ont dit en me disant: «C'est pas, effectivement, l'inceste, c'est chez dans votre histoire, c'est comme l'explosion, l'aboutissement de ce qui se passe avant et dans les tout premiers temps, la négligence, affective et la solitude forte», on m'avait dit que c'était ça le lit effectivement du c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué exactement. Et en même temps de se dire, bah, ce qui vous mène aujourd'hui à prendre soin de vous et à avoir, réussi à trouver une sécurité affective et cetera, c'est qu'il y a dû y avoir dans votre enfance des points positifs. Il y a dû y avoir des petits points qui font que et qui vous ont permis de peut-être que ce soit moins pire que ce que ça aurait pu être dans les conséquences et dans les Mmh. mais parce que pour moi, dans mon histoire, c'est sûr que l'enfance, l'adolescence, comme je le disais, là, beaucoup de négligence, beaucoup de moments où je fais du vélo en ville, je rencontre des gens, des exhibitionnistes et autres. Bon, il y a une tentative d'enlèvement à un moment, un gars dans sa voiture qui veut me faire monter Ah ouais. son sexe à l'air et qui me dit: «Peux-tu m'indiquer le chemin? Ce serait peut-être plus simple que tu viennes avec moi» et je suis parti en courant, pas en vélo, pas en courant et j'étais comme: «Non, je ne rentre pas dans ta voiture monsieur». Parce que j'étais une enfant, seule, négligée effectivement et à chaque fois, j'ai jamais personne à qui je vais raconter ça, à aucun moment. Ça va après dans mes premières relations amoureuses ou, qui sont catastrophiques aussi. Là, je tombe sur un partenaire violent, mais là, il se passe quand même quelque chose du refus de la violence. Enfin, il le type me met une gifle, mais, là, je lui dis: «En fait, non, ça, c'est non. Ça suffit». En fait et c'est comme si, à ce moment-là, je me dis: «Ben, ma vie est foutue, je réussirai jamais rien». J'ai beaucoup d'états dépressifs, j'ai des tentatives de suicide, j'ai des choses que je comprends pas, que je comprendrai avec mon diagnostic plus tard. Je croise des gens qui m'appellent d'un autre nom et je comprends pas d'où je les connais. Puis en même temps, ils me parlent de soirées où j'étais, mais je me souviens pas de ces jours-là. Donc je suis comme: «Mais de que c'est quoi ça? Comment? Non, c'est pas moi». «Bah si, c'était toi, je t'ai vu à tel endroit». Puis on parle d'endroits où je me souviens être, mais je me souviens pas de la scène dont on me parle du tout. Donc ça, je bug, complètement. Je me demande si je Ouais. suis pas schizophrène à un moment. Des absences, la mémoire en bouillie, enfin il y a tout un ensemble de choses où je me dis: «En fait, ça suffit». C'est bien joli de dire: «Ça suffit», hein. Ça suffit, je veux plus qu'on me fasse de mal et qu'à partir de maintenant, je veux plus m'attacher à quiconque. Donc je vais vivre ma vie, elle sera pourrie, je passe par des états de mélancolie, je passe par plein de choses, je me réfugie dans de l'alcool, je fume beaucoup de cannabis aussi, mais au moins je me dis, ben, c'est ça, j'aurai des relations avec des gens, mais je vais essayer de faire en sorte d'être vigilante et puis qu'on me fasse plus de mal, quoi. Je pense que dans les 2 jours où je me dis ça, je rencontre, le conjoint avec qui je suis encore aujourd'hui. Mais avec qui je vis les premiers temps dans ce mode-là. Ça se passe bien, c'est sympa, tu me prends pas la tête, tu m'embêtes pour rien là, tu es gentil, tu es mignon, c'est super. Mais j'ai pas d'émotion particulière, je ressens pas grand-chose, juste ça se passe bien, c'est bien. Ça prend des années avant que je me dise: j'ai pas l'impression en fait d'avoir réussi cette étape de pas ressentir quelque chose» et puis en même temps, je sais pas quoi faire de ça. Et en fait, c'est en le rencontrant lui, en rencontrant d'autres amis par ses relations à lui, lui qui vient d'une famille alors comme dans toutes les familles, il y a rien de merveilleux, mais il a des parents sains. Bah, c'est énorme, c'est quand même fou. Moi, j'hallucine en fait quand je vois, le lien qu'il a avec ses parents, comment ces gens sont des gens bien, qui font attention aux autres, c'est je découvre, un monde, extraterrestre, hein, complètement pour moi. Donc je découvre la sécurité affective. Puis je me fais des amis aussi, donc encore une fois par les gens que je rencontre avec lui, qui me nomment des choses qui sont censées être normales. Je comprends en échangeant avec eux que mon enfance et ma normalité là, ça bug en fait par rapport à ce que c'est censé être quand les gens vivent bien entre eux et font attention aux autres et cetera. Mmh. Puis là, je peux commencer à avoir des mots à mettre, sur la négligence, sur, des formes de violence psychologique, de harcèlement psychologique même au sein de ma famille, puis même de me rendre compte que, OK, non, c'est pas non plus complètement tout le monde qui se fait agresser, violer et cetera. OK, bah, beaucoup de femmes vivent des choses, mais pas de ce niveau-là. Donc je peux envisager même d'avoir des projets. Tu sais, on vit ensemble avec mon conjoint. J'ai une première explosion à ce moment-là,
Quand je le rencontre, dans les années où je le rencontre, je vais avoir là des images qui me reviennent avec mon frère, par exemple. J'ai une vingtaine d'années, 23, 24 ans, j'ai des premières images. Ça vient d'abord par des cauchemars, où je fais des cauchemars avec lui, mais qui est comme adulte, mais qui m'agresse, et puis je comprends pas ce que ça veut dire, mais je sens, c'est un goût particulier. Je sais pas comment le dire, comme si c'était des rêves d'altère. Je sais pas comment le formuler. Ça a vraiment un goût et une sensation corporelle différente quand je me réveille. C'est là où le système a explosé, en fait. Il y a plus rien qui marchait. Dans les premiers temps où ça sort, d'abord c'est par des rêves, puis je commence à avoir l'idée que je comprends ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, finalement, je m'en souviens des rêves et des images que j'ai. Je commence à vraiment avoir la mémoire qui revient de ces agressions-là, mais de façon dissociée. Donc elle me revient, je revois les agressions, mais c'est toujours coupé parce que je ne ressens rien. À la fois, j'ai des problèmes physiques, j'ai des symptômes de déblocage de dos, des blocages corporels, des nausées, des migraines, plein de choses. Mais à la fois, je n'ai aucune émotion par rapport à ça, donc je vais passer ce cap-là, étrangement, d'un moment de blocage physique intense, et je vais réussir à me souvenir complètement et à me dire: «Bon, ben, je le sais, ça m'est arrivé, mais regarde, je peux en parler, j'en parle à mon conjoint, puis ça me fait rien». Je fais des attaques de panique, mais c'est pas grave. C'est dans la dissociation, là, des moments où ça me fait quelque chose, où ça me fait rien, c'est un grand mix toujours du tout et n'importe quoi, mais c'est ça, je me dis: «Bah, bon, bah, voilà, c'est pas la peine d'en faire quoi que ce soit de plus dans le fond, puisque je suis capable de le nommer, je l'ai raconté au complet, tout va bien». Puis là, on a un projet d'avoir un enfant, donc on a notre premier enfant. Dans les premières années où avec notre fils, ben, là, ça réexplose. Puis là, ça réexplose comme fort là. C'est plus la même, c'est vraiment plus la même. J'ai des images intrusives, puis j'ai en fait comme une vidéo, comme une vignette de vidéo là, comme on a, dans les Zoom et compagnie, mais c'est ça en permanence, puis c'est en permanence, je revis l'agression, sous la menace d'une arme là, en qui s'était passée en plein après-midi, en centre-ville avec des gens qui passent à côté, pas de problème. C'est un viol, hein, je peux le nommer tel qu'il est, c'est un viol sous la menace d'un cutter, et donc j'ai cette vidéo-là, puis j'ai une autre vidéo, c'est les agressions de mon frère, et la vie se passe au milieu de ça, avec des moments où je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, il y a des heures qui sont passées. J'ai jamais eu autant en fait ça, et je sais pas l'expliquer, juste que je craque, je suis plus fonctionnelle, je tombe en arrêt de travail, je suis plus capable de rien, puis c'est là où j'entends parler de quelqu'un qui a vu une psy qui fait de l'EMDR, pas encore ce que ça veut dire à l'époque, ni s'il faut que j'en fasse ou pas d'ailleurs, qui fait de l'EMDR et puis qui a guéri d'un traumatisme, d'un accident de voiture, en 4 séances. Mais c'est un trauma simple, C'est ça, oui, mais pas la moi, on me même. parle de ça, Oui, oui. et à l'époque, j'y connais rien encore, je suis comme complètement naïve et je me dis: «Bingo, j'ai trouvé une personne, que je vais aller voir». Oui, j'ai tout ça qui explose en moi, je suis complètement, voilà, je suis un zombie, puis des douleurs à la tête, c'est vraiment juste infernal. J'ai un ami médecin à un moment qui m'examine et qui me dit: «Je sais pas quoi penser parce que la moitié de ton corps est chaude, la moitié de ton corps est froide. Ton bras est gelé, l'autre il est super chaud». J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas ce que ça veut dire. Aucune explication. Il y a des plein de choses qui pop en même temps, c'est vraiment une explosion. Mais en même temps, j'y vais en me disant: «Oui, je pense que ça peut se régler en quelques séances parce que je sais ce qui m'est arrivé, j'ai pas à découvrir des choses là, c'est bon». Enfin, d'abord, j'envoie donc cette personne-là qui me dit: «Oui, OK, très bien». Ah, et puis quand je vais la voir, j'ai sauté une étape, c'est que j'ai déjà confronté mon frère. À un moment, je suis allé le confronter, je suis allé lui dire ce qui est arrivé, et puis à un moment où je commençais à couper un peu les liens, mais pas vraiment, puis il comprenait pas, et donc je le confronte, je lui raconte tout, puis, j'ai cette réponse, et là, j'ai une de mes psys qui plus tard m'a dit: «C'est fou, j'ai, une de mes patientes victime d'inceste de son père qui a eu les mêmes mots exactement quand elle l'a confronté». Il me dit: «Écoute, je me souviens de rien de ce que tu me dis là, mais bah, si tu le dis, ça doit être vrai». Il reste impassible. Et tu Alors penses qu'il se après, souvient vraiment pas? Vu qu'il était jeune, je sais pas si c'est possible. bah, j'ai une de mes psys qui m'a demandé: «Est-ce que vous pensez pas que lui-même est victime de quelque chose?» Parce que souvent les agresseurs et cetera, je dis: «Bah, on va se méfier là, toutes les victimes ne reproduisent pas, mais c'est sûr qu'il y a un fort taux de gens qui vont, quand ils agressent, qui eux-mêmes ont été victimes». J'en sais rien, je le sais pas du tout. Après, le climat incestuel peut être une Bah, explication sans qu'il ait forcément été victime d'agression ou de viol lui-même, quoi. c'est ça, la violence que représente le climat incestuel et les conséquences, on a quand même des gens qui le nomment, c'est une violence, le climat incestuel, qui génère des choses aussi, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, qui est responsable quand ce sont des enfants. C'est délicat, c'est pas un grand méchant agresseur, mais il y a quand même chez cette personne, alors ça va avec ce qu'on vient de dire, hein, ça n'exclut pas, je dis: «Mais» ça n'exclut pas, il y a quelque chose de l'ordre de la domination qui revient, et cetera, de la prise de pouvoir, de possession, de l'annihilation me concernant. Est-ce qu'il s'en souvient pas? Ben, je le sais pas. Ce que je sais, c'est que peu de temps après, que je l'ai confronté, il écrit à mes parents
un courriel dont mon père me parlera quand je vais lui en parler des années plus tard. Et il écrit un courriel pour expliquer qu'il a parlé à un ami psy, je ne connais pas d'ami psy, hein, mais d'un coup il en a un, pour expliquer que tout ce que je dis là, montre que j'ai vécu quelque chose, que lui n'y est pour rien, mais que manifestement j'ai développé une très grande intelligence et je raconte tellement de choses dans mes conséquences parce que quand je le confronte, je me retrouve à lui raconter, je me dis: «Je vais juste lui parler de ça», mais je lui parle de mes autres agressions. Puis là, il s'en sert pour dire, «Elle raconte tellement de choses que c'est sûrement pas vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose, mais vous comprendrez que moi, vu qu'elle m'accuse à tort, je pourrais pas l'aider la pauvre, elle a besoin d'aide médicale», et il clôt ce message par: «Bisous, j'espère que je vous ai pas gâché la journée». Tu sais, il s'en souvient pas, mais il écrit ça à mes parents derrière. Donc Ouais, non, mais c'est incohérent de toute façon. voilà, c'est comme qu'il soit choqué, encore une fois, qu'il lui-même soit dissocié, que lui-même, mais en tout cas, non, ça marche pas. Bah, là, c'était une stratégie de décrédibilisation de ta parole, en fait. Ben, c'est ça, je veux dire, c'est là où l'innocence est déjà moins, moins crédible dans le Oui. fait de sa part. Donc j'ai fait cette confrontation-là. Moi, à ce moment-là, j'en parle pas à d'autres personnes, c'est plus tard que je vais en parler à ma mère et encore plus tard à mon père. Mais ma mère, encore une fois, sa réaction, c'est plutôt de dire, beh, elle entend pas ça, elle l'entend pas et puis, la seule phrase qu'elle réussit à dire, c'est, «Tu peux pas me dire que tu vas arrêter de fréquenter ton frère parce que sinon ça veut dire que j'ai raté ma vie». Donc là, je me suis levé en lui disant: «Ben, je suis désolé, tu as raté ta vie si c'est ça ton critère». Je pense que c'est une des dernières fois où je lui ai parlé, parce que je l'invitais elle-même à les consulter dans le fond. Enfin, en tout cas, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Mais c'est ça, donc il y a toute cette phase-là, puis je vais mieux, puis on a notre enfant, avec mon conjoint et donc c'est, dans les premières années où là, ça réexplose, là, ce que je disais tout à l'heure sur les vidéos que j'ai, les vignettes YouTube qui viennent, des moments de blackout complet. Là, j'ai vraiment une perte de comme jamais j'ai eu ça avant. J'ai eu des pertes de mémoire, j'ai eu des absences avant, mais je m'en rendais pas tant compte. Il y avait comme une forme de stabilité dans ce TDI-là que les psys que j'ai rencontrés, récemment pour reparler de ces sujets-là, il y en a un qui m'a dit: «Bah, je pense», alors c'est un anglophone et il me disait: «Je pense que vous êtes un mild TDI». Vous étiez un mild, tu sais, il a tout retesté pour savoir si j'avais été bien diagnostiquée, si effectivement comme effectivement je suis allée au bout avec l'intégration, mais qui me dit comme c'est un hasard, ou c'est une vraie réussite, ou c'est vraiment vrai ce que tu me dis là. Ils me disent quand même assez rare, mais j'ai là où j'ai pu expliquer mon parcours. Donc il me disait effectivement, il y avait pas un trop grand nombre de divisions non plus. Ça a probablement aidé, possiblement, mais dans le parcours, tu vois, la première psy que je rencontre qui est spécialiste de trauma simple, qui effectivement soigne à 80 en 4 séances, avec le MDR, un accident unique, qui arrive à l'âge adulte, disons. On s'essaye à l'EMDR quand même, hein, ce qui génère, quelque chose de catastrophique là, une explosion de dissociation à ce moment-là, mais Il y a un protocole particulier, bon, déjà pour les mmh, traumas complexes, mais aussi pour, les troubles dissociatifs de l'identité. Il y a tout un mmh. protocole pour que ça se passe, correctement et que ce soit pas dangereux. Donc si en plus elle connaissait pas le protocole pour les TDI, Non, c'est elle le connaissait pas, ouais. clairement. Mais elle s'est formée. En fait, elle s'est formée avec moi quelque part et puis en fait, donc elle a reconnu son erreur et puis après, elle faisait partie d'un comité avec je sais plus quel hôpital, avec un hôpital parisien où ils avaient des échanges, avec des psychiatres, avec, et cetera et donc je elle m'a demandé mon accord à ce moment-là pour m'intégrer à ce board-là, mais moi j'y allais pas là, ces gens-là m'ont jamais vu. Mais elle allait en fait, débriefer et a mis en place puis là, elle est venue avec des ouvrages sur le trauma complexe, sur le TDI. C'est pas qu'elle connaissait elle connaissait, mais je suis pas sûr qu'elle avait déjà eu des patients TDI. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a, une psychiatre qui est rentrée en jeu aussi. Il me fallait aussi, des médicaments. J'étais tellement, en dehors des fenêtres pour tout. Le rythme cardiaque, par exemple, ça décrochait pas. Là, j'étais en permanence avec le rythme cardiaque d'un nourrisson, ce qui était une alerte en soi, hein. C'est quoi le rythme cardiaque d'un nourrisson? Ça bat plus vite? Je sais pas. Ouais, ça va très, très vite. Un adulte, a pas le cœur qui bat aussi vite en permanence, sans effort là. Je me j'étais Mmh. calme, posée, puis j'avais le cœur qui battait, j'ai pris beaucoup, beaucoup de médicaments divers et variés, mais à ce moment-là, c'était des bêta-bloquants qui permettaient d'abaisser un petit peu, mais aussi d'émousser les émotions à ce moment-là, parce qu'il y en avait trop. Mais en fait, c'est ça, je me suis retrouvé à avoir, des mix de thérapies. Sur le coup, quand je demandais: «Mais on fait quoi en fait exactement là? C'est quoi ce qu'on fait, les séances?» Donc là, on m'a dit: «On fera plus de MDR, c'est dangereux, c'est pas comme ça que ça marche», Mais en plus, il faut une énorme phase de stabilisation aussi. ouais, Faut pas bah, c'est commencer ça, directement quoi, donc c'est ça. Non, non, c'est sûr que c'était complètement n'importe quoi au départ. Après, ça s'est bien rattrapé dans le fond, bah, ça a duré des années, là, c'est sûr et en fait, c'est ça. En fait, je pense que la grosse partie de la thérapie a été la recherche de stabilisation.
Moi, le choc du diagnostic, quand on pose le mot TDI, je vois les films, je vois ce qu'on raconte. Ça, je comprends pas, je peux pas croire que je vois ça. Je vois ça comme quelque chose de monstrueux parce que c'est ce que la société nous livre, hein. Ouais. Mmh. C'est pas possible, je vais pas pouvoir en parler à personne, je vais pas pouvoir et en même temps, à la fois j'y crois pas, c'est pas possible et à la fois ça explique tout. Je repense à plein de choses. Pourquoi on m'accueille avec d'autres noms? Puis j'ai pas de nom, on me demande d'identifier mes parties, j'en suis incapable, mais au fur et à mesure, en fait, ça se fait. Donc le carnet de déclencheur, je commence à écrire. Je me rends compte quand je prends mon carnet que des fois il y a d'autres écritures, je me souviens pas avoir écrit la veille. Il y a une communication qui commence par l'écrit entre les parties. Ce faisant, il y a un cercle vertueux, la co-conscience va venir. Je vais avoir donc ces rêves d'altère plus francs qui vont arriver. Je me vois dans un miroir, c'est pas moi, mais quand je me réveille, je sais qui c'est et j'ai un nom. Et là, je me dis: «OK, C'est bien, la d'accord». communication, s'établit, Elle s'établit vraiment non, mais c'était vraiment à chaque fois je des phénomènes hallucinatoires, vraiment, sensoriels. Les voix, j'en ai toujours eu, mais je m'en rendais pas compte, en fait. Tout prend du sens et tout a le droit d'exister. Je pense qu'il y a vraiment le déni interne là et puis la phobie entre les parties aussi parfois, mais ouais. ça a le droit d'exister. Mais les petits encore, la division les parts plus petites, ça par contre, ça a mis beaucoup de temps avant que j'y accède et puis c'était évidemment le plus violent. Mais très rapidement et c'est là où il y a une de mes filles qui me dit: «C'est vraiment étonnant comment ça fonctionne chez vous parce que vous intégrez des choses à des moments où on s'y attend pas. On n'est pas au stade de chercher une intégration». Puis on m'explique, c'est il y a pas d'injonction à l'intégration, il y a pas la stabilisation, la communication interne, il y a beaucoup de choses qui sont qu'on va viser. Moi, je demande si on peut guérir, on m'explique: «Beh, il faut se méfier de ce mot-là, c'est compliqué de parler de guérison. On peut aller mieux, on peut chercher une vie plus cohérente, plus fonctionnelle. On cherche à stabiliser, on veut réduire les symptômes en améliorant la communication, on veut mieux identifier la façon dont on dissocie pourquoi. Le carnet des déclencheurs va aider à ça et au fur et à mesure, on intègre d'ailleurs dans le carnet de déclencheurs l'idée de cartographie des Mmh. parties. Est-ce qu'elles sont à l'intérieur, à l'extérieur du cercle? Une fois qu'on commence à avoir de la conscience, on instaure la salle de rencontre interne. Il y a peu de gens avec qui ça fonctionne, c'est pas il y a pas de solution miracle là, dans les lieux sûrs et compagnie qu'on essaye de mettre en place toutes les techniques de grounding et de communication interne. On essaye des choses. Souvent, quand cet espace de salle de rencontre interne fonctionne et que la communication, que tout le monde accepte de venir à la table, en interne, c'est de bon augure pour aider à fusionner certaines parties, parce que des alliances se font plus facilement, mais c'est comme pas évident que ça se fasse. Alors ça s'est fait, mais c'était difficile. Il y a des moments, c'était des conflits quand même internes, d'où les maux de tête aussi, et cetera. Donc on en était vraiment à cibler, la coopération et fixer les bonnes règles, éviter que faire comprendre à chaque partie qu'il y avait des espaces qu'il fallait respecter parce que quand ça popait alors que j'étais au travail, c'était gênant. Faire des pactes, pour que chaque partie comprenne, c'est correct d'être là, c'est correct d'y assister, mais accepter que s'il y a des moments clés où il y a le lead, préparer les moments où on veut qu'une partie ou que certaines parties Mmh. puissent avoir le lead et dire aux autres: «Garde ta place de spectateur à ce moment-là», mais sans les rejeter. Mais en même temps, là aussi, quand j'entends il y a des gens qui vont parler de division, de ces coupures ou de personnalité. Moi, pendant longtemps, je parlais de personnalité, je rejetais ce mot-là, mais je préférais parler de personnalité parce qu'il y avait des parts de moi que je voulais pas avoir. Pour moi, elle ne devait pas exister, même je voulais qu'elle meure. Donc là, les petits m'ont expliqué, on peut pas vouloir qu'une partie de soi meure sans mourir soi-même. Donc ça allait avec les comportements suicidaires, c'était comme il y a tellement de nuances à apporter, sur ces sujets-là, c'est vraiment compliqué, mais j'ai eu la chance en fait d'avoir des déclics comme ça, parfois juste une émotion ou une sensation physique que j'arrivais à rattacher à un souvenir et je ressentais ce goût de fusion-là et c'est comme si c'était une clé, un moment que j'ai pu utiliser. Je trouve qu'on peut, enfin, en tout cas, j'espère et je pense qu'on peut devenir fonctionnel et que ce Mmh. soit plus un trouble, sans aboutir à une, unification et à une fusion de toutes les parties. Parce que je me dis que si Exact. toutes les parties communiquent et qu'il y a plus autant de barrières et que ça se passe de façon fonctionnelle dans la vie et qu'on n'en souffre plus d'avoir Mmh. des parties, distinctes, ben, on peut plus considérer ça comme un trouble et Exact. en tout cas, moi, ce que je vise, du coup, je parle de mon expérience, mais moi, ce que Mmh. je vise, c'est plutôt ça et pas, le fait de tout fusionner parce que ça me paraît irréalisable et parce que j'ai pas envie, en fait. Ça me fait peur, ça me fait bizarre, j'ai jamais connu ça et Mmh. je vois pas comment, ce serait possible de tout mettre ensemble. Ouais, ouais, mais je suis entièrement d'accord et puis encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on visait exactement. Moi, quand ça arrive, en fait, cette fusion-là, je et c'est bizarre. Oui, tu l'as même pas C'est choisi, très hein. bizarre.
C'est même pas, un objectif que tu avais sur le moment? C'est pas un objectif, c'est pas puis mes psys me poussent pas tant à ça en vrai. Puis on est plutôt il y a un moment où je suis en grosse dépression, parce qu'il y a un moment où je pense accepter mon diagnostic, mais j'y suis pas vraiment à ce moment-là encore et où je me dis: «Mais, je veux pas vivre comme ça en fait. Je veux être normale, je veux pas raconter ça, je veux pas, assumer ça, je veux pas en parler», parce que j'ai la honte c'est puissant, hein, comme émotion. C'était une manière, de déplacer en fait la vraie honte, c'était pas ça, vraiment le problème, mais j'étais en rejet aussi de ça, donc à la fois je le voulais, à la fois je le voulais pas, à la fois je me disais: «Mais c'était pas un problème». Mon problème, il était vraiment de le dire au monde. Bon après tu es pas obligé, hein. Moi je le dis pas aux gens que je croise, hein. Mmh. Non, non, mais c'est ça, mais après oui et même de l'expliquer à des gens proches, c'est quand même compliqué. Mmh. Alors moi, c'était bien, j'ai été effectivement ça a validé ma sécurité affective aussi, ça a été accueilli, puis on m'a aidé dans ce sens-là, dans mon entourage proche et puis tout le monde a compris, puis m'a aidé à comprendre aussi ou me raconter des moments où dire: «Bah, tu sais, maintenant que tu me dis ça, je repense à une fois où je t'ai vu et où tu m'as parlé». C'était vraiment bizarre, c'était comme si j'avais quelqu'un d'autre en face de moi, c'était pas ta manière de parler habituellement, c'était pas tes goûts même, c'était comme Mmh. mais bon, tu sais, on a tous des phases et puis on retrouve en fait tout le monde est constitué finalement un peu de parts. C'est des parts enfants. On retrouve ça en psychanalyse d'ailleurs, des parts enfants dépendamment de qui on parle. Chez Winnicott, on va retrouver des notions de parts. Bon, je suis pas experte ni psy là, donc je vais m'arrêter là dans les références, Mais mais c'est pour ça heu, que j'aime bien, ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'aime bien cette, notion de continuum, en fait. Parce mmh qu'en mh, effet, il y a une forme de continuum et dans le trauma simple ou les traumas complexes, il y a aussi et même chez des gens, sans trauma, il y a aussi cette question un peu de part de soi, la part, qui va au mmh, travail. On n'est pas tout à fait la même personne, quand on mmh est au travail, quand on est avec les amis, quand on est la maman ou le papa face à ses enfants. Mais sauf que ce qui diffère, c'est les traumas et la dissociation entre les parts, quoi et le sentiment ouais, de ne pas être soi ou d'être soi et moi, c'est comme ça que j'ai utilisé c'est comme ça que j'ai expliqué à mes proches ce que je vivais pour leur faire moins peur aussi. De se dire: «Bah, ouais, vous voyez, on a tous des parts, moi aussi, sauf que, bah, avec les traumas et la dissociation, elles sont vraiment distinctes et séparées et développées, chacune de leur côté. Mais finalement, ça reste quand même moi tout le temps et en fait, je voulais que ça leur fasse pas peur parce que quand on voit les ouais, films et tout, bah, c'est juste effrayant de se dire: «Bah, en fait, je te oui, connais pas, en fait, je connais qui parmi toi?» et de leur dire: «Tu connais déjà, en fait, les mmh mh. parties, tu les as déjà vues, juste tu te disais à chaque fois que c'était moi et bah, continue de te dire ça, il y a pas de problème, quoi». Exact, mais c'est ça, mais c'est là aussi où oui, il y a ce problème du spectaculaire, il y a ce problème des films et de puis le cinéma, il faut que ça soit spectaculaire évidemment là, mais de se dire: «Bah non, j'ai pas une partie de moi qui monte au plafond et qui est serial killer». Les professionnels sont mal formés, il y a clairement il y avait une étude qui était sortie il y a pas longtemps pour dire qu'il y a beaucoup de psychiatres, je pense, qui ne croient pas au TDI, c'est pas une Ouais. croyance ça? 51 Mmh, qui doutent, de l'existence du TDI ou qui ouais, n'y croient pas et six mmh, pour cent des TDI qui sont vraiment, facilement visibles de l'extérieur mmh mh, et tu sais, moi, la semaine dernière non, c'était même pas la semaine dernière, enfin, il y a 2 jours, j'ai demandé à une prof, bon bref, je vais résumer, mais en gros, je lui ai posé une question sur le TDI, parce qu'en fait, tous les profs nous parlent de la psychose et la psychose ressemble, parfaitement ouais, aux symptômes du TDI. Donc je lui ai dit: «Mais du coup, le trouble dissociatif de l'identité parce que, c'est pas considéré comme de la psychose et dans le DSM, ça fait pas partie de la schizophrénie». Enfin bref, je lui demande mmh, ce qu'elle en pense. Finalement, sa réponse était pas si mal, sauf sur un point, le fait qu'en fait, elle nous a dit: «Le trouble est extrêmement rare, vous en verrez probablement pas du tout dans votre carrière et tout». C'est juste que les psychologues et les psychiatres ne savent pas repérer. C'est pas du tout que c'est rare, en fait, c'est que c'est complètement sous-diagnostiqué ou alors il y a des erreurs de diagnostic et qu'en fait, ils le remarquent pas. mmh mh. Et beaucoup de personnes avec un TDI ne remarquent même pas elles-mêmes qu'elles ont un TDI parce que le but, c'est justement de Mais oui. masquer et de protéger et donc je trouve que c'est un problème aussi parce que ça mène à des errances, médicales, à des erreurs de diagnostic et ça empêche d'être, correctement prise en charge et aussi de comprendre, réellement son fonctionnement, quoi. Exactement, c'est pas du tout, puis c'est mal enseigné. Tu vois la psy, dont je parlais là à Montréal que j'avais rencontrée, elle forme d'autres psys. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle continue à former d'autres psys en disant: «Beh, je me sers des témoignages, pour leur dire quand vous entendez tel type de phrase et cetera, c'est un indice». Elle me disait: «Les formations sont vraiment incomplètes». Évidemment qu'il y a beaucoup plus de gens concernés. Comme tu le dis, comment on peut le savoir soi-même dans la mesure où on est coupé de tout ça, on ne le vit pas et puis on comprend pas que c'est pas normal en fait, vivre avec autant de bruit.
Moi, là, ce que j'ai perçu au fur et à mesure qu'il y avait des fusions qui se faisaient et c'était vraiment très dérangeant comme étape, c'était comme si c'était pire qu'avant. Au fur et à mesure que ça avançait, c'est à chaque fois, j'avais l'impression d'être encore plus mélancolique. Il y avait un autre vide qui venait et puis j'ai mis du temps même à valider, en fait, que cette intégration s'était faite. Parce que j'avais, moi, entre 6 à 10 divisions, 6 à 10 haltères. Il y avait des petits, mais ça fusionnait et ça se séparait comme à chaque jour, c'était différent. Quelques haltères clés quand même, des parts de personnalité vraiment très fortes qui revenaient, qui étaient identifiables que facilement, qui c'est celles qui avaient des noms d'ailleurs. Mais les autres, c'était comme fluctuant et puis pour certaines parties, il y a je pouvais même pas parler d'haltères ou de parts de personnalité tellement c'était juste une émotion pure. C'était des bouts qui se ramenaient, qui comme des pièces de puzzle se connectaient l'une à l'autre. En fait, c'est bizarre. À la fois, il y a une plénitude de plus avoir de perturbations, de regarder le ciel, de pas avoir de sensations physiques, toute la dépersonnalisation des réalisations, ce qui en fait était mon quotidien. Encore une fois, pendant des années, je baignais là-dedans et pour moi, c'était normal et je pensais que tout le monde vivait ça. Puis de plus vivre ça, et ben, c'était plat, ennuyeux, long. Une psy qui m'a dit, qu'une de ses patientes lui avait dit: «C'est long une journée, hein, quand on dissocie pas». Ouais, mais c'est vrai. C'est vraiment long. Puis l'après, en fait, est compliqué aussi parce que c'est pas: «Ah bah, ça y est, je suis guéri, c'est super la vie». C'est apprendre une vie encore différente sur laquelle on n'a aucun repère. On doit gérer des émotions. J'ai pendant des mois et des mois et des mois et des mois regretté de pas dissocier à certains moments. À me dire: «Mais là, normalement, je switchais et là, je switche pas et puis je sais pas faire de ça». La psy m'avait dit: «Bah, c'était un peu comme construisez quelque chose». En fait, on parle pas de reconstruction, on parle d'une construction. Puis c'est normal, c'est ce que vous auriez dû vivre, en fait, à la petite enfance et puis là, elle m'avait expliqué d'ailleurs, tu sais, je reviens sur ce que tu disais aussi sur ça arrive dans la toute petite enfance et le rapport à l'attachement. Il y a quand même un âge, un bébé qui va avoir un besoin particulier, il a faim, c'est l'enfer, il a faim, il crie, on lui donne à manger, il switch, il crie plus et l'intégration de la personnalité dans les tout petits, elle se fait de cette façon-là. Il y a un besoin, ça crie, on remplit le besoin, ça s'arrête et en fait, ce mécanisme-là, elle faisait le lien avec le mécanisme finalement des switches et de la façon dont ça peut s'opérer dans un TDI et de se dire un enfant qui va se construire normalement, ben, il va ensuite accueillir ce qui lui arrive, il va voir la réaction de l'autre et il va ensuite se mettre à pleurer ou pas, puis il y a un ensemble de choses qu'on peut nommer et construire avec lui. Versus le tout petit où c'est un problème, ah, ça switch. Donc on retombe un peu sur ça et de se dire, ben, c'est un enjeu en fait, des gens, qui vivent des fusions partielles parce que là aussi on n'est pas obligé non plus d'avoir des fusions complètes. On est obligé de rien évidemment, mais quand ça arrive, c'est pas quelque chose qui est tant calculé que ça, mais ça nécessite de mettre en place d'autres choses pour accompagner ça parce que la vie est encore différente et puis c'est là, ça, quand on parlait de possible culpabilité ou autre, en fait, d'avoir coupé des liens, bah, c'est de réaliser j'ai rien autour de moi, j'ai plus personne et si j'ai plus d'haltères, si j'ai plus ça en moi pour m'aider, est-ce que j'ai plus rien du tout? Ça apporte quelque chose d'une violence encore différente, qui est encore une conséquence finalement du reste. Alors, maintenant je reconnais en fait mes émotions et oui, c'est intégré, mais c'est bizarre ce que je veux dire. C'est comme si, c'est intégré, mais je le sais qui était là à ce moment-là en moi pour réagir. J'ai réussi à refaire ce lien-là en fait, Mmh. mais sans avoir les perturbations physiques, du tout, du tout, du tout et ça c'est pour ça que j'essaye d'apporter ces nuances-là pour l'expliquer, pour dire que c'est possible d'aller mieux, c'est possible d'avoir des fusions quelque part. Il y a peut-être aussi des problématiques de vocabulaire là aussi. Moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui vivait presque plus de perturbations physiques et qui me disait: «Mais moi, mes haltères, il y a toujours du switch et beaucoup de co-conscience». Mais nos expériences étaient pas très différentes, en fait. C'est arriver à être fonctionnel, à avoir une stabilité et à avoir ces échanges-là, en fait. Je pense que c'est là le mieux qu'on puisse, obtenir, il est dans ce bien-être-là. Ouais. Ça ne nécessite pas effectivement la fusion. Je sais pas ce qu'on entend par fusion partielle. Moi, je sais que j'ai 2 parties, adultes qui, aujourd'hui, sont bien distinctes dans le sentiment d'être, soi. Enfin, elles Mmh. ont un sentiment de soi différent, mais elles sont hyper soudées Mmh mh. et elles ont très peu, voire pas, j'en sais rien, mais en tout cas très peu d'amnésie entre les 2 et je sais pas si on peut parler de fusion partielle ou pas. En tout cas, c'est sûr qu'elles sont devenues fonctionnelles quand elles sont toutes les 2 parce que, elles sont super soudées, quoi. C'est pour ça, ça dépend aussi de la Ouais. formation des gens avec qui on échange. Ce que tu décris là, moi, quand je décrivais ça, parce que ça me parle complètement par rapport à 2 parties qui étaient comme celles qui encadrent les entrées-sorties des autres et cetera, dont la partie très protectrice qui au départ était déniée qui était pas au courant de ce qui s'était passé non plus, mais en tout cas ces 2 parties-là, quand je nommais ce que tu viens de nommer,
On me dit: «Bah, ça, c'est une forme de fusion». Parce Ah ouais? qu'effectivement, la mémoire est partagée, il y a une forme de présent. Mais donc du coup, aujourd'hui, tu te considères rétablie du trauma complexe, du TDI et cetera ou c'est plus compliqué que ça? Bah, c'est plus compliqué que ça. Alors, je ne souffre plus de troubles dissociatifs, du tout. Ça, je peux Ah ouais, l'affirmer, voilà. OK. Alors après, demain, quelqu'un m'agresse, qu'est-ce que ça va donner? Tu sais? Est-ce que je n'en souffre plus jusqu'à ce que ça se remette en place parce que c'est en moi, s'il Mmh. m'arrivait quelque chose de traumatique? J'en sais rien. Mais je n'ai plus d'expérience dissociative, hormis la dissociation du quotidien comme tout le monde, je suis perdu dans mes pensées pour un truc et cetera. Mais j'ai plus de trou de mémoire, c'est intégré, j'ai plus de symptômes physiques, après je peux avoir des problèmes d'insomnie qui reviennent. Je pense pas qu'on guérisse de négligence et d'inceste, ça fait partie, c'est constitutif de sa vie, on vit toujours avec Mmh. et je n'en souffre pas. Je suis capable d'en parler sans avoir mal, je suis capable de le regarder, j'ai même accès à des mémoires, à des il y a des moments où j'avais juste aucun souvenir, même de parties de mon enfance, qui étaient comme un blackout complet, puis en fait, c'est de la mémoire à laquelle j'ai accès si je la cherche. Tu vis avec ça, avec ses conséquences. J'ai des enfants à qui je dois mais je le fais, puis à hauteur de leur âge et de ce qu'ils peuvent comprendre. On vit avec le regard de la société sur ce qui est censé être la famille. C'est quoi les questions qu'on te pose quand tu vas quelque part? «Tu viens d'où? Tu as des frères et sœurs?» Moi, je réponds, hein, je réponds, mais alors, «Tu as des frères et sœurs?» «Ouais, mais tu sais, j'ai pas trop de lien avec eux. Je viens d'une famille dysfonctionnelle». Ça, en général, ça coupe court à la Parce que conversation. les gens veulent pas savoir. Mais je suis à l'aise de pouvoir le dire. On va plus me parler de ma famille. Les gens Oui. avec qui je suis proche, c'est autre chose, là, mais c'est pas quelque chose que je savais faire encore il y a quelques années. Ça s'apprend et puis après, c'est ça, de raconter ça, mes enfants, ben, pourquoi, ils sont où mes grands-parents, c'est qui? Moi, je leur explique, je leur dis. Il y a un livre sur l'inceste, là, pour les enfants qui s'appelle «Chut, c'est un secret», de Virginie Perret, qui est exceptionnel, ce livre-là, parce qu'il permet de parler de l'inceste à des enfants. Moi, je l'ai lu avec mon fils de 7 ans qui a tout compris parce qu'il m'a posé des questions et cetera. Il dit: «Beh, toi, c'est comme, tu m'avais déjà dit que tu voyais plus, ton frère ou ta famille. Est-ce que c'est comme dans Chut, c'est un secret?» Je dis: «Oui, c'est ça, c'est exactement ça». Donc on n'en est pas à donner des détails, sexuels évidemment. Bah, c'est pas le but, mais c'est Non, bien de pas en faire un on dit les secret mots, en fait. et en parler à On dit hauteur les d'enfant, choses. quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on parlait à hauteur d'enfant et en fait, le problème, c'est quand on dit pas les choses et Mmh. c'est le problème qui tourne autour des violences sexuelles, de l'inceste, de la négligence. La négligence, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte alors que c'est violent, et puis il y a plein de raisons, il y a des gens qui sont dans des situations où ils doivent travailler tard le soir et que c'est compliqué et qu'ils se retrouvent à être négligents, c'est pas des gens forcément toxiques. Il faut comprendre quand même ces phénomènes-là et ce que ça a sur le développement et tout part de dire les choses. C'est un peu mon combat maintenant, de dire les choses, de travailler. Je travaille beaucoup sur le langage. C'est pas pour rien que j'en suis venu à m'intéresser à ça, évidemment, là. Moi, j'ai vécu dans un monde de déni, de Mmh. silence, de silenciation. C'est pas vrai que je vais faire la même chose avec mes enfants et puis pour continuer sur des conséquences et est-ce que tout ça, c'est être guéri, être mieux et cetera, ben, c'est aussi vivre avec j'ai pas toujours eu les bons réflexes avec mes enfants non plus. Je m'emporte, ma gestion des émotions, bah, c'est ça, je c'est pas facile dans le fond de pas réagir de manière vive, de pas s'énerver, de pas avoir, tu sais, une violence même verbale. Puis ça m'arrive d'en avoir. Je prends toujours le temps d'aller en reparler, de présenter mes excuses quand c'est nécessaire ou d'expliquer pourquoi c'est pas la bonne façon de faire et que moi aussi, quand je parle avec, mon plus jeune notamment, qui parfois a des problèmes de gestion des émotions, de se dire: «Bah, regarde, c'est un défi, pour tout le monde», puis c'est important de le nommer et puis d'être responsable par rapport à ça. Mmh. Possiblement que, tu sais, mon 1er, lui, qui est né, et qui a vécu au moment où j'ai tout ce parcours de thérapie, lui maintenant est beaucoup plus grand, bientôt adulte et puis, il connaît maintenant toute mon histoire en détail. Je lui ai raconté au fur et à mesure de son enfance, des choses par rapport à ma famille et cetera. Mais c'est sûr qu'il y a un impact chez lui aussi. C'est sûr qu'il a été lui aussi élevé par une mère qui, à un moment, ne répondait pas correctement, possiblement. J'ai des échanges avec lui que j'ai retrouvés. J'ai un projet de livre, sur le sujet, plus en mode autofiction, mais où j'ai retrouvé dans mes carnets des moments où il venait me voir du haut de ses, 3-4 ans, me dire, il s'approchait de moi en fait en me disant comme: «Maman, tu es là?» Puis il me scrutait droit dans les yeux, il me disait: «Est-ce que tu es là? Ah ça y est, tu es là. Ah» Ah parce oui. que des fois il y en a d'autres qui viennent, puis il y en a que j'aime moins, mais toi là, tu es là, c'est bon. Ah ouais, ils se Ah, rendaient compte de ça, quoi. Mmh. la claque, tu sais que, OK, il voit mes parts de personnalité et puis il le nommait et de tu sais ce moment de regarder comme ça très proche, de dire: «Est-ce que c'est toi? Ah oui, là je vois que c'est toi». Il y a une incidence aussi pour lui, évidemment. C'est sûr que dans son développement, ça va avoir une incidence. Il a eu des périodes où il était pas bien et cetera. Puis bon, je m'arrêterai là, je vais pas raconter sa vie à sa place, mais
et puis je ne sais pas à quel point ça a une incidence. Et puis essayer de réparer et de reconnaître le mal, même involontaire, qu'on a pu faire pour justement ne pas faire comme ses propres parents ou sa propre famille, qui n'a pas fait ça, quoi. Déjà, ça peut limiter, la souffrance ou, les conséquences aussi. Avec le niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui sur, le développement, puis encore plein de choses, hein, on est loin de vraiment bien connaître, les choses vraiment, notamment on en parlait sur le TDI, mais on a quand même des choses qu'on voit. On le sait pour les troubles dissociatifs d'impact, on a des imageries quand même sur certaines zones cérébrales, à hauteur de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ces incidences-là. Il faut un meilleur système d'éducation par rapport à ça. Bon, on tombe dans le besoin de prioriser l'éducation et la santé, mais ce sont des choix politiques, il y a rien de gagné là, c'est sûr que c'est un combat qui est gigantesque, mais je crois au fait que on peut quand même apporter des choses. On est nombreuses et nombreux quand même à faire bouger les choses. Maintenant, au regard du monstre que représente la société capitaliste patriarcale, c'est sûr que ça peut paraître décourageant, mais il y a Clairement. des avancées, mais il y a tellement de choses possibles qu'il y a plein de petites choses qui peuvent aider, même localement, ça j'y crois assez. Je pense en ça que, tu vois, des podcasts comme le tien déjà, c'est super quoi. C'est super que le travail que tu fais toi aussi, ça participe à ça, c'est essentiel, avec des voix différentes à parler de ces sujets-là, à réussir à parler de nos expériences parce que de mettre ces mots-là, dans l'espace public, c'est aidant pour les gens qui en souffrent et ben, sur un malentendu, ça peut être aidant pour des gens qui se rendent pas compte, il y a des choses à changer. Moi, j'ai un ami qui m'a écrit après avoir lu des textes avant en disant que je me remets en cause sur comment j'élève mes enfants. Je vois des choses auxquelles j'ai pas fait attention avant et puis je me dis, «J'aimerais pas, passer à côté et que dans 20 ans, il y en a un qui vienne m'expliquer qu'il s'est fait agresser par un autre parce que j'ai raté quelque chose, quoi». Et je me dis: Mmh. «Ah, ça, c'est précieux, en fait, Ouais, c'est déjà ça. donc j'en profite pour te remercier pour m'avoir invité, mais aussi pour le travail, que tu fais, pour tous les contenus que tu développes. Tu fais ça de façon brillante, je trouve. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu veux aborder quelque chose d'autre, un autre point ou développer quelque chose avant qu'on arrive à la fin? Oh écoute, là, je pense qu'on a vraiment parlé de beaucoup de choses. Merci à toi vraiment, d'être venu parler et d'avoir expliqué tout ça et même, expliqué ton expérience, du TDI. C'est intéressant et ça donne aussi une forme, d'espoir. Oui, on peut construire une vie, toucher la stabilité de plein de façons différentes et encore une fois, sans que ça soit une injonction à la fusion ou quoi que ce soit. Merci à toi et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Mathilde pour son témoignage. J'espère qu'il aura pu vous aider ou vous intéresser et je vous dis à bientôt.